Salut, micro-annonce car si tu le sais pas, j'habite au Japon depuis 2 ans et je vais partir au mois d'août faire un petit tour d'Asie en solo. Je comptais partager tout ça sur Instagram, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre, le lien est en description. Bonne vidéo. Elizabeth Holmes fonde Theranos à 19 ans avec une promesse claire, révolutionner les analyses de sang. Pour ça, quelques gouttes prélevées sans aiguille et des résultats rapides qui permettraient de détecter des maladies comme les cancers, le diabète ou encore même le VIH. Et derrière, des investisseurs affluent, les médias la surnomment la nouvelle Steve Jobs, Bill Gates la présente comme une prodige et même Joe Biden la traite de visionnaire. Au sommet de sa gloire, Theranos s'est valorisé à 9 milliards de dollars et Holmes devient la plus jeune milliardaire self-made de l'histoire. Et jusqu'ici, c'est juste un gros GG, mais tu sens bien sûr venir la douille. Tout s'est effondré parce que de 1, la technologie n'a jamais fonctionné et de 2, les résultats étaient imprécis et des patients ont reçu juste de faux diagnostics. Puis de 3, tout était basé sur un mensonge répété en boucle aux investisseurs, aux régulateurs et surtout au grand public. Holmes est donc reconnu coupable de fraude, la chute est derrière aussi spectaculaire que l'ascension, et il y a d'ailleurs une série super sympa et un film apparemment toujours en production depuis un moment. Mais voici le problème. Comment a-t-elle pu aller aussi loin en sachant que la mascarade a commencé en 2003 ? Et qu'est-ce qui a permis à une personne sans produit viable, donc je le rappelle, il suffisait littéralement de tester le machin de A à Z pour voir si c'était réel, d'arriver au sommet de la Silicon Valley tout en étant soutenu par des figures de pouvoir. Et là où ce cas est intéressant, c'est que c'est pas juste une simple fraude isolée, c'est quelque chose qui reste quand même très systémique. Holmes n'a pas seulement trompé les gens, elle correspond à un modèle, et on va y revenir juste après, car la question n'est pas seulement comment a-t-elle menti, mais plutôt pourquoi l'a-t-on cru ? Pourquoi est-ce que des personnes avec des traits comme la manipulation, l'excès de confiance ou le manque d'empathie grimpent souvent plus vite que celles qui sont prudentes, éthiques ou lucides sur la réalité des choses qu'elles peuvent promettre? Et pourquoi dans tant de domaines, que ce soit le business, la politique ou les médias, à travers l'histoire et les cultures, voit-on toujours la même chose se répéter? Et alors, bienvenue dans mon laboratoire où je vais disséquer grâce à l'exemple de Holmes, qui est bien loin d'être une exception, je le rappelle, pourquoi les individus qui sont littéralement les méchants dans les films finissent quasi systématiquement au pouvoir. Comme je vais aussi disséquer, pourquoi les méchants sur internet finissent toujours quasiment par s'en sortir. Et c'est très simple, c'est parce que tu ne penses pas assez à te protéger des courtiers en données qui sévissent partout sur le web. Et pour lutter contre ça, je vais te présenter et surtout remercier le sponsor de cette vidéo, Incogni, qui permet de comprendre qui sont ces méchants qui naviguent autour de nos données privées en ligne. Parce que oui, si tu te demandes quelles sont les raisons qui font que ta boîte mail est pleine de spam ou autres bizarreries, et ce que deviennent tes informations personnelles une fois que tu les rentres sur internet, laisse-moi t'expliquer tout ça très rapidement. En gros, sur le web, il existe des entreprises qui vendent tes données personnelles comme ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone et tes mots de passe à des gens qu'on appelle des courtiers en données. Et ces courtiers, eux, vont les revendre à d'autres entreprises, mais le truc, c'est que ces mêmes courtiers sont parfois impliqués dans des problèmes de hacking, car leur métier est de vendre tes données, pas de les sécuriser. Et alors, tout va partir dans les poches d'individus qui ne sont pas très bien intentionnés. Et c'est là que ça peut vite devenir la foire. Et c'est pour ça que je te recommande le logiciel qui me fait le plaisir de sponsoriser cette vidéo, Incogni. Tout ce que tu as à faire, c'est de créer un compte et de leur accorder le droit de travailler pour toi. Et c'est absolument tout. Incogni contactera tous les courtiers en données en ton nom pour demander la suppression de toutes tes données et traitera toute objection de leur part. Pour commencer, il suffit de s'inscrire en utilisant le lien dans la description. Utilise le code LAGAN avec le lien ci-dessous pour recevoir 60% de réduction sur Incogni. Tu as évidemment 30 jours d'essai avant et j'encourage très sincèrement chacun d'entre vous à au moins essayer, surtout quand tu verras combien de courtiers en données détiennent tes informations et ce qu'ils en font potentiellement, c'est pas très rassurant. Enfin bref, dans tous les cas, fais super attention à tes données personnelles. Et donc maintenant pour ça, allons à l'essentiel avec en premier l'étude du squelette, car certaines personnes s'élèvent non pas parce qu'elles sont les plus intelligentes ou les plus compétentes, mais parce qu'elles fonctionnent avec un autre système psychologique, qu'on pourrait vulgairement qualifier de plus froid, plus stratégique et moins entravé, et les psychologues ont cartographié ce territoire depuis longtemps à travers ce qu'on appelle la triade noire, ou triade sombre, qui est composée du narcissisme, de la psychopathie et du machiavélisme. Bref, tout ce qui donne envie d'être pote avec quelqu'un. Et ce ne sont pas forcément des troubles cliniques ou super exagérés qui te transforment en tueur en série. Mais souvent, ce sont juste des traits disséminés dans la population comme des mines silencieuses qui, selon les environnements, vont bien prospérer, voire évoluer.
Mais concrètement, voici un mini rappel de ce que chacun de ces traits représente. D'abord, le narcissisme, c'est pas juste de la vanité, c'est une perception gonflée de soi-même et la conviction que sa vision est exceptionnelle et que les autres sont un peu des outils ou des obstacles. Ensuite, on a la psychopathie, et c'est pas juste le fait de vouloir tuer ou semer le chaos, c'est littéralement une réduction de l'empathie, voire la création d'une affectivité superficielle et une capacité à agir sans culpabilité. Puis enfin, le machiavélisme, c'est de la manipulation stratégique via par exemple l'usage du charme, du mensonge ou des alliances pour atteindre son but. Et là déjà beaucoup plus de personnes ont dû se reconnaître ici, bande de petits coquins. Ensemble, ces traits forment un profil psychologique qu'on pourrait qualifier de taille pour la domination à court terme, notamment dans les milieux où seuls les résultats comptent, peu importe les moyens. Et la recherche évidemment confirme tout ça. On a une étude de Paulus et William de 2002 qui a montré que les traits de la triade noire sont associés à une montée en puissance dans les environnements compétitifs comme la politique ou les affaires. Et plus tard, une autre étude a révélé que les cadres supérieurs dans les grandes entreprises obtiennent en moyenne des scores plus élevés sur l'échelle de la psychopathie par rapport à la population générale. Et tout ça sans pour autant enfreindre la loi comme Holmes, car à nouveau, ce comportement, c'est pas quelque chose d'illégal, c'est quelque chose de plutôt systémique. Mais Lagan, pourquoi ces traits fonctionnent-ils si bien ? Eh bah parce que la plupart des gens jouent encore avec ce que Nietzsche, et je sais que t'as soufflé du nez, ne t'en fais pas, je vais pas abuser de lui, donc ce qu'il appelait la morale des esclaves. C'est-à-dire un système de valeurs fondé sur l'humilité, l'altruisme et l'obéissance, qui est efficace pour le vivre ensemble, mais catastrophique dans des arènes où chaque hésitation coûte du pouvoir. Et d'autres personnes, eux, jouent selon la morale des maîtres. Donc là, les classico-classiques, domination, ambition et fierté. Bref, quand un dictateur ou un prédateur financier prend une décision, il ne raisonne pas toujours en termes de bien ou de mal, mais surtout en termes d'efficacité. Son cerveau lui demande « Est-ce que si j'interdis le mot intellectuel et que je tue et vire tous les gens instruits, tout ira mieux ?» Et si la réponse est oui, bah alors let's go. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui réussissent sont des psychopathes, loin de là. Beaucoup agissent même avec intégrité, mais ceux qui ont ces traits sont statistiquement plus efficaces dans les systèmes où on récompense le résultat sans se soucier du chemin. La bourse ne demande pas vraiment comment tu as généré ton profit, les médias ne vérifient pas combien ton buzz a coûté en dommages collatéraux, et j'en passe. Et j'avoue, c'est les pires exemples. Puis, plus profondément encore, il y a une sorte de logique évolutive. Dans les milieux où les ressources sont rares et les menaces constantes, la compassion est juste un handicap. Dans les temps anciens, hésiter, ça pouvait signifier mourir. Et même si on vit désormais dans des appartements avec des ascenseurs et Uber Eats ou Deliveroo tu choisis, les pressions de sélection n'ont pas disparu. Elles ont juste changé de forme. Aujourd'hui, ton open space, c'est une sorte de terrain de chasse, et la Startup Nation, c'est devenu un repère de chasseurs. Ou de shark, t'appelles ça comme tu veux. Et c'est là que réside le vrai problème, entre guillemets. Ce type d'esprit n'est pas maléfique, il est juste efficace. Donc, on n'est pas face à de la cruauté émotionnelle bête et méchante, c'est juste tirer profit d'une absence de charge émotionnelle. Et c'est précisément ce détachement qui donne l'avantage quand les autres se fichent dans le doute moral. Là, ce qu'on appelle vulgairement le méchant, agit. Quand les autres voient une ligne à ne pas franchir, ils se demandent simplement si la ligne est réelle ou simplement symbolique, et à quel moment ça pourra réellement l'atteindre. Alors que faire de ça ? Eh ben c'est comprendre, pas diaboliser, pas paniquer, mais juste comprendre. Parce que si tu ne sais pas quel genre d'esprit prenne le pouvoir, alors tu ne sais même pas qui tu as en face, et comment il pense. Pire encore, tu risques de continuer à confondre charisme et conscience morale. Et là, tu perdras. Et pour aller plus loin, passons à l'étude des yeux. Et pour ça, voici une expérience mentale. 2 personnes montent un escalier. L'un a des marches normales, l'autre a une marche sur 2 qui s'effondre, mais il n'en parle jamais, ou alors très peu. Et un jour, celui qui est arrivé en haut dit « Si j'ai réussi, c'est que tout le monde peut le faire. » Et ceux d'en bas hochent la tête, parce qu'ils croient que tomber, c'est mériter de tomber. Alors là, comme ça, tu dois te dire « Super, il va nous dire que c'est trop cool de se victimiser. » Pas du tout. Ce que je veux juste dire, c'est qu'évidemment, si on remplace les escaliers par l'échelle sociale et les marches par ta situation familiale de départ, on se rend compte qu'il y a un problème dans la façon de penser, parce que quand on s'imagine qu'on récolte systématiquement ce qu'on sème, bah c'est ce qu'on appelle le biais du monde juste. C'est-à-dire la croyance profondément ancrée que les gens ont ce qu'ils méritent et que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes et les mauvaises aux mauvaises. Dans cette vision du monde, le succès est forcément le fruit du mérite et l'échec est forcément dû à une faute. En gros, le système, globalement, est juste. Ce qui est rassurant, mais tu le sais bien, c'est faux. Le psychologue Melvin Lerner a formulé ce concept dans les années 1960, après une série d'expériences où, notamment dans l'une d'elles, des participants observaient une femme recevoir ce qui semblait être des décharges électriques pour avoir mal fait ou répondu à une tâche. Au début, les observateurs étaient forcément choqués, mais à mesure que la douleur se répétait, et surtout,
à mesure qu'il restait impuissant, les observateurs commençaient à la dénigrer. En gros, plus la souffrance semblait injuste, plus ils se convainquaient qu'elle l'avait méritée. Et c'est ce phénomène, le biais du monde juste. Pensez qu'il y a une logique morale derrière chaque conséquence, et que si quelqu'un souffre, c'est qu'il a forcément mal agi, mal choisi ou mal été. Puis le plus drôle, c'est que cette croyance n'est pas anodine. Elle est profondément fonctionnelle. Elle donne l'illusion qu'on vit dans un monde stable où il suffit d'être du bon côté pour être à l'abri. C'est un contrat psychologique avec la réalité où on pense que si je me comporte bien, rien ne m'arrivera. Mais comme ce contrat est illusoire, l'injustice devient une menace existentielle et alors pour la neutraliser, on ne la corrige pas, on la réinterprète. Du coup, cette croyance nous désarme parce que si on pense que les bons résultats suivent naturellement les bons comportements, et ça de manière parfois inconsciente, je le rappelle, on cesse de questionner les résultats. On suppose que ceux qui sont au sommet l'ont mérité, que les milliardaires ont tout gagné à la sueur de leur front, qu'un jeune fondateur charismatique ne peut pas être un escroc et que les institutions savent ce qu'elles font, ce qui est une bonne blague. Mais aussi que les victimes de violences n'ont pas été prudentes, que les pauvres n'ont pas fait d'efforts et que les malades ont dû faire quelque chose de travers. Et à nouveau, je le rappelle, ce n'est pas être gauchiste ou pro-victimisation de penser ça, parce que je le sens venir en commentaire, c'est juste faire preuve de bon sens. Ce biais structure nos jugements sociaux et pousse beaucoup et inconsciemment à blâmer les individus au lieu de questionner les règles du jeu. Et c'est là que ce qu'on va appeler les méchants entre en jeu. Car finalement, ce sont ceux qui savent que le pouvoir ne va pas toujours être au meilleur, mais souvent au plus audacieux. Et pas au plus gentil, mais au plus rusé. Et surtout, ce sont ceux qui savent que la plupart des gens préféreront croire à une illusion morale plutôt que d'admettre une mécanique brutale. Et Elizabeth Holmes n'a pas réussi parce que les gens autour d'elle étaient idiots, elle a réussi parce qu'elle savait comment incarner la crédibilité dans une culture qui confond jeunesse, ambition et assurance avec moralité. Elle n'avait pas besoin de convaincre tous les experts, juste assez de monde et notamment des figures d'autorité. Et derrière, suffisamment de gens ont cru que le monde ne l'aurait pas laissé monter si elle ne le méritait pas, et que Theranos devait forcément être réel, puisque la réalité est censée récompenser les bonnes idées et punir les mauvaises. Sauf que, en buzzer rouge, non. La réalité ne juge pas, elle s'en fout, continue et passe à autre chose. Le vrai danger, c'est pas que le monde soit injuste, c'est qu'on continue de faire comme s'il ne pouvait pas l'être. Et ainsi, ceux qui ne comptent plus sur la justice uniquement et qui agissent de manière stratégique, finissent souvent par gagner. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils n'hésitent pas. Et à nouveau nuance, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la justice, ça veut dire qu'il faut la voir pour ce qu'elle est, non pas une donnée du monde, mais un projet humain, c'est-à-dire imparfait, et un produit en constante évolution ou dégradation. Et à nouveau, compter que sur ça dans sa vie, c'est être très naïf. Car dès qu'on confond confort et vérité, on devient le public parfait, non pas pour la justice, mais pour l'exploitation. Car à ce stade, le schéma devrait être clair, et c'est pour ça qu'on va passer maintenant à l'autopsie des oreilles et donc du récit. Certains traits psychologiques donnent un avantage dans les systèmes compétitifs. Mais l'étape suivante est plus subtile et à bien des égards plus dangereuse, car il ne s'agit plus seulement de tromper les autres, mais aussi et surtout de se tromper soi-même. L'un des mécanismes clés derrière les succès impitoyables, et souvent leur chute spectaculaire aussi, ça s'appelle la réduction de la dissonance cognitive. Donc, lorsqu'une personne agit en contradiction avec la réalité, même pour elle. Parce que plus cette personne est investie, que ce soit financièrement, émotionnellement ou même symboliquement, plus il devient difficile d'admettre le décalage. Alors elle le comble autrement, en y croyant plus fort. Par exemple, dans le cas d'Elizabeth Holmes, il est peu probable qu'elle ait commencé en se disant « je vais frauder ». Les premières interviews et les messages internes dans sa boîte laissent plutôt penser qu'elle croyait vraiment que sa technologie finirait par fonctionner. Le mensonge a peut-être commencé comme une justification temporaire pour tenir jusqu'à ce que ça marche. Mais une fois que le mythe était lancé, et qu'elle a goûté à la fame en gros, il est devenu impossible, ou en tout cas beaucoup plus difficile de freiner, sans provoquer l'effondrement. Et ce phénomène est bien connu, les sociologues l'appellent le théorème de Thomas, qui se résume par « si les gens définissent une situation comme réelle, alors elle est réelle dans ses conséquences ». Autrement dit, si suffisamment de personnes croient à une fiction et si le leader lui-même y croit, elle devient opératoire. Et dans le cas de Holmes, les investisseurs ne suivent pas seulement des données,
ils suivent la conviction. Et cette conviction est d'autant plus crédible quand celui qui la transmet s'y est lui-même abandonné. C'est aussi ce qui rend le leadership charismatique si volatile, car le leader dans son storytelling ne peut plus pivoter parce que l'histoire qu'il raconte ne lui laisse plus de sortie. Et pour ça, j'ai des exemples à l'appel, comme Adam Newman chez WeWork, qui parlait encore de révolution pendant que les chiffres internes s'effondraient, ou en politique, des figures comme Nixon, Berlusconi, etc., qui se sont enfermés dans des mythes personnels au moment même où la réalité les contredisait. Dans tous les cas, la trajectoire est la même, ce qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte. Et quiconque la remet en question devient un traître, puis toute critique est perçue comme une attaque. Puis surtout le piège réside dans le fait que c'est pas toujours conscient, et que le storytelling stratégique ne demande pas une mauvaise intention, il demande simplement une dynamique jamais remise en question. Et c'est là qu'on commence à croire à son propre mensonge. Ce qui va nous amener à littéralement passer au cœur du problème, car les succès de figures comme Elizabeth Holmes ou ceux que j'ai pu citer ne sont pas des simples anomalies de notre vilaine société moderne boubou avant c'était mieux. Non, c'est au contraire dans la continuité logique d'une dynamique bien plus ancienne, où la brutalité stratégique et la capacité à trancher vite, voire à tordre les règles sans freins moraux, a toujours eu une valeur adaptative, surtout dans les contextes instables, concurrentiels ou sans mémoire institutionnelle solide. Ce n'est donc pas à cause de leur profil psychologique que ces individus émergent, c'est grâce à ce profil. Et si je devais le résumer simplement, leur trait c'est pas des bugs dans la matrice, c'est des réponses sélectionnées par l'histoire qui, à nouveau, ne sont ni négatifs ni positifs. Par exemple, quand un régime s'effondre ou qu'un vide de pouvoir s'installe, c'est jamais un pur hasard si par exemple un Napoléon apparaît parce qu'il incarne une réponse structurante. Quelqu'un qui impose une clarté certes brutale, mais nécessaire quand tout le monde hésite. L'histoire d'Elizabeth Holmes s'inscrit exactement dans cette logique. C'est pas un cas isolé, c'est juste la dernière version d'un schéma récurrent. À chaque fois que la croyance en quelque chose dépasse l'envie de connaître la vérité, alors les portes s'ouvrent en grand. Et ceux qui savent comment incarner la croyance entrent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le profil du manipulateur à succès, c'est à nouveau pas un accident et qu'il fait partie du moteur, car la sélection naturelle ne va pas favoriser ce qui est moral, mais ce qui fonctionne sous pression. Les systèmes soumis au stress ont tendance à faire émerger ceux qui agissent vite et hésitent peu. Et à nouveau du nouveau, c'est pas un drame, et il existe une froideur stratégique utile, parfois indispensable, comme par exemple en temps de guerre, où un certain niveau de détachement émotionnel peut juste sauver des millions de vies. La question est avant tout contextuelle. Mais ce que l'histoire nous montre encore et encore, c'est ceci: lorsque l'environnement valorise le style plus que le fond et l'audace plus que la nuance, le profil qui émerge devient prévisible. C'est-à-dire qu'on retrouve ce truc du manque d'empathie, le trop-plein de certitude et des promesses plus grandes, sans avoir toujours les preuves qu'on va s'y tenir. Et Holmes remplissait ce bingo géant. Mais cette formule fonctionne jusqu'à ce que l'environnement change, jusqu'au moment où, si les temps sont durs, soudain, le fond peut recommencer très vite à compter. Et si on devait maintenant autopsier le cerveau de tout ça? Et je parle bien sûr du pourquoi le système semble toujours détecter ce genre d'individus trop tard quand ils sont détectés, eh ben on pourrait voir quelque chose de simple. Les structures politiques et économiques modernes sont construites autour de récompenses immédiates. Des performances trimestrielles, du buzz, des victoires électorales pour les 3 à 5 prochaines années, bref. C'est pas une critique, mais c'est un fait. On est dans une ère court-termiste où il y a une pression constante pour livrer des résultats instantanés, souvent au détriment de la durabilité. Les dirigeants ne sont souvent pas récompensés pour leur prudence, mais pour des courbes de performance qui montent vite. Par exemple, en politique, les cycles électoraux favorisent le spectacle, pas la complexité. Proposer des mesures à effet différé est plus risqué que promettre du concret visible tout de suite. Puis le résultat va souvent être dans un environnement où les tactiques brutales ne sont pas seulement utilisées, elles sont rationalisées. Les sciences comportementales confirment cette tendance, et en économie comportementale, on parle de décote hyperbolique. Les humains survalorisent les récompenses immédiates par rapport aux gains futurs, et les organisations font pareil. Quand le coût de la retenue est invisible, mais que le gain de l'audace est visible, c'est l'audace qui gagne. Même sans promouvoir ouvertement la malhonnêteté, le système finit par valoriser ceux qui font sans attendre l'autorisation. Mais attention à ne pas tout réduire à une question de personnalité. Il y a une nuance essentielle. Toutes les actions brutales ne viennent pas d'une pathologie personnelle. Parfois, ce sont juste des adaptations à l'architecture même du succès. Et si, à nouveau, le système valorise ça, alors ceux qui réussissent auront l'air froid, non pas parce qu'ils le sont forcément, mais parce qu'ils se sont adaptés. Et c'est là qu'un autre problème peut apparaître. On punit le fait d'être impitoyable uniquement quand ça échoue, rarement quand ça réussit. Tant que ça marche, on appelle ça du génie, de la vision ou du leadership. Et ce n'est qu'après la chute qu'on se demande
Pourquoi personne n'a rien fait? Et maintenant sortons de l'autopsie, parce qu'à ce stade on pourrait être tenté de tracer une ligne claire. D'un côté les méchants manipulateurs impitoyables qui grimpent en exploitant le système, de l'autre les gens éthiques qui perdent faute d'agressivité. Mais cette dichotomie est évidemment trop simpliste. La vraie compétence aujourd'hui ce n'est pas de choisir entre compassion et calcul, c'est de comprendre les deux et de les utiliser stratégiquement. Et c'est ici que Nietzsche revient, mais à contre-courant de ce qu'on pourrait imaginer. La plupart des gens associent son nom à un culte de la force ou de la domination, et pourtant son idée du surhomme n'était pas une glorification du pouvoir brutal, mais un appel au dépassement de soi et à l'invention de ses propres valeurs plutôt que la soumission aux normes héritées. Pas nécessairement en écrasant les autres, mais en construisant au-dessus. Le surhomme n'est pas un prédateur, c'est avant tout un créateur. Et cette distinction change tout. Holmes et ceux qui lui ressemblent ne sont pas des figures nietzschéennes, ils en sont la caricature inversée. Une structure qui manque de profondeur, tandis que le surhomme, lui, ne défend pas la réalité pour la faire plier à son ego. Il en crée une nouvelle, plus cohérente. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que le vrai pouvoir, celui qui dure, ne vient pas de la force brute, mais de l'alignement entre ce que tu dis, ce que tu sais et ce que tu choisis de faire. Il vient de ta capacité à comprendre les règles du système sans te laisser avaler par lui. La leçon n'est donc pas soit impitoyable, ni même soit gentil. La leçon c'est connais le terrain, identifie les profils et décide avec lucidité. Car un jour ou l'autre, le système va à nouveau changer, les scores seront à nouveau redéfinis et ceux qui jouent encore avec les règles d'hier vont chuter. Ce qui dure, ce n'est pas la brutalité, c'est la capacité à évoluer sans devenir ce qu'on voulait éviter. Donc retiens qu'Elizabeth Holmes n'est pas une aberration, elle est juste un symptôme récurrent. Sa montée n'avait rien d'un tour de magie, c'était une combinaison classique des traits psychologiques spécifiques, d'illusions culturelles bien entretenues et d'incitations structurelles puissantes. Comprendre le pouvoir aujourd'hui, c'est pas simplement juger les bons et les méchants, c'est apprendre à lire la structure invisible derrière les résultats, qui sont eux, très visibles. Et parfois, ok, les méchants gagnent, très souvent même, mais rarement longtemps, et jamais sans laisser de traces. En tout cas, cette vidéo n'est pas une recette miracle pour réussir, c'est une grille de lecture pour éviter d'être pris de court et pour comprendre comment l'influence s'installe et pourquoi certains profils prennent l'ascendant, même quand éthiquement, ils ne sont pas censés le faire. Tu n'as pas besoin de devenir méchant pour réussir, mais en tout cas, tu ne dois pas être gentil pour survivre. Salut!